Ouais, télécharger puis uploader. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, je copie le lien de la réunion. Télécharger puis uploader. Je copie le lien de la réunion sur le groupe pour que tout le monde le voit. On a commencé. Hop. Alors, donc on avait trois thèmes aujourd'hui. Premier thème, c'était le thème de l'addiction. C'est un sujet parce qu'on est en train de parler du rapport au sucre que certains vivent encore parfois difficilement dans le carnivore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir tout d'un coup l'envie de prendre du sucre. Alors on a vu cette semaine et on en voit assez régulièrement dans le groupe des gens qui viennent nous expliquer que en fait ils ont besoin d'une cuillère de miel et c'est tout. Bah, une cuillère de miel, une cuillère à soupe de miel, ça doit faire, à mon avis, on doit bien avoir 50 grammes là-dedans, non? J'ai jamais pesé ça, mais c'est quand même assez dense. Je sais pas si c'était une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Ouais. Soit une cuillère à soupe, ouais, c'est là, c'est c'est Hein. une bonne dose là, hein. Mais non, mais enfin, c'est marrant parce que c'est effectivement, d'abord, on avait vu la dernière fois qu'il y avait notre ami Saladino qui vient expliquer à tout le monde que il y a, c'est simple sa vie maintenant, il mange que de la viande avec du miel et des fruits. Alors c'est sûr qu'en quantité, c'est surtout de la viande qu'il mange, mais en fait, il mange pas assez de viande et du coup, il vient compenser par des fruits et du sucre. Et à côté de ça, donc on a un vrai sujet pour un certain nombre des membres du groupe, c'est de se rééduquer le cerveau, de se reprogrammer le cerveau, de changer sa façon de penser afin de ne plus subir l'envie de sucre à tout bout de champ. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver à transformer tout ce qui est sucre, sucrant, sucré, en à peu près l'équivalent d'une assiette de cocaïne qui, pour un non-cocaïnomane, ne donne aucun attrait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand je vois une assiette de cocaïne, je ne me dis pas, ah super, il m'en faut. Mais je Je- pense que c'est justement parce que t'as jamais essayé, alors qu'à Cocaine si, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai jamais essayé, mais le sucre, Ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas, tu vois. Je pense que il y a ça aussi, tu vois. C'est mais ce que je disais tout à l'heure. alors, il se trouve que j'ai pas essayé de cocaïne, donc je peux effectivement pas te dire pour la cocaïne, mais pour le sucre, je peux te dire que j'en ai consommé et des quantités aberrante. Je suis connu de toute ma famille pour être celui qui finissait les paquets de bonbons à la chaîne. Tant qu'il y en avait, il fallait les finir. Et aujourd'hui, ça ne m'évoque absolument rien. Je me retrouve devant, je ne me dis pas, ah ouais, c'était bon avant, mais je résiste. Donc en fait, il y a un vrai travail qui permet de se libérer de ça, de ne plus avoir à le subir. C'est donc le sujet de la lutte contre l'addiction. Alors l'addiction, hein, il faut faire un peu de, 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 de base de neurologie pour comprendre qu'en fait, c'est une sorte de raccourci mental. Notre cerveau, il consomme à peu près 25% de notre énergie, alors qu'il fait 2% de la masse de notre corps. Donc c'est une grosse dérivation d'énergie vers un petit organe. Et si on arrive à faire ça, enfin, on arrive à dériver cette quantité d'énergie, on ne peut pas faire plus. Les autres animaux, les singes par exemple, doivent être à 15%. Nous, on arrive à faire 10% de plus. Et on fait 10% de plus parce qu'on utilise moins d'énergie dans la digestion. Donc, pour nous, les carnivores, c'est l'explication facile de notre intelligence. C'est qu'on a un système digestif qui consomme beaucoup moins parce qu'on est passé à la viande et que ça, c'est facile à digérer. Et du coup, on a de l'énergie disponible pour le cerveau, mais on n'a pas plus. Donc le cerveau, il est obligé tous les jours d'essayer d'économiser l'énergie. Et sa manière d'économiser l'énergie, c'est de faire des... Au revoir Julien.
sa manière d'économiser l'énergie, c'est de faire des chemins neuronaux qui vont être des autoroutes. Alors, je dis des autoroutes, en fait, en termes de neurosciences, c'est une gaine de myéline qui va se développer autour des axones. Donc, dans le neurone, hein, il y a une cellule avec des dendrites, et puis il y a un axiome qui va transporter le message jusqu'à l'autre bout du cerveau ou l'autre bout du corps, hein. Les nerfs sont des axones. Et ces axones, en fait, transportent un signal électrique par dépolarisation donc, du sodium qui va rentrer dans la, dans la cellule et du potassium qui va en sortir. Donc, il y a une espèce d'échange qui se fait, et cet échange fait un pic un pic de message électrique, si vous voulez, qui va aller déclencher une ouverture de vanne avec rentrée du sodium et sortie du potassium, un peu plus loin, etc. Et de loin en loin, on ouvre des vannes qui qui relaient le message jusqu'au bout du neurone. Et ça demande beaucoup de travail parce qu'après, il faut actionner des petites pompes pour faire ressortir le sodium, re-rentrer le potassium. Et c'est très consommateur d'énergie. Quand on utilise un neurone plusieurs fois, eh ben, pour économiser l'énergie, le cerveau va enrober, va créer une gaine de myéline autour. Et cette gaine de myéline va permettre au message d'aller plus loin avant d'avoir besoin d'un relais. Donc les ouvertures de vannes vont être plus éloignées et donc la vitesse du message va être beaucoup plus rapide grâce à la gaine de myéline et la remise en état, donc la consommation d'énergie, va être grandement réduite. Et c'est de l'ordre de mémoire, on passe de 10 à 100 mètres secondes. Donc c'est vraiment une accélération énorme. Euh, Quand vous avez une addiction, eh bien, ça veut dire que votre cerveau a un message automatique, un message, comment dire, réflexe, qui est, ah, là, j'ai la solution, il faut que tu prennes du sucre. Donc, traditionnellement, on décompose en fait l'addiction en quatre phases. Une première phase qui est une phase de déclenchement, une deuxième phase qui est une phase de process, donc de façon qu'a le corps de réagir à ce déclencheur, une troisième phase qui est une phase de récompense, et une quatrième phase qui est la phase de croyance. Et si vous voulez traiter une addiction que vous subissez, il faut agir sur chacune de ces quatre phases. C'est ça qui vous permettra d'être le plus efficace dans ce travail. Donc ça veut dire quoi? Éviter les déclencheurs. Éviter les déclencheurs, ça veut dire quoi? C'est on dit à un alcoolique, il ne faut pas que tu aies de bouteille chez toi. Il ne faut pas que tu rentres dans un bar. Ce sont des déclencheurs potentiels. Ça va être difficile de pas rentrer dans un supermarché. Parce qu'il y a que du Exactement. sucre là-dedans. Exactement. Mais du coup, tu vois, les déclencheurs dans le cas du sucre, ça peut être par exemple de ne pas avoir assez mangé. On n'a pas assez mangé et du coup, on va se dire qu'on a besoin de quelque chose et ce besoin de quelque chose, ça va déclencher un besoin de sucre. Donc, par exemple, une bonne solution, c'est de faire des repas en augmentant les doses. Et ça, Oui, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur le groupe. Des gens qui nous expliquent que, ah, je suis désolé, mais j'ai dû reprendre du glucose parce que mon corps en a besoin. Non, non, non. Ton corps a besoin d'énergie, tu lui as pas donné assez d'énergie ou assez de protéines. Mais du coup, il a trouvé une méthode très simple. Il appuie sur le bouton. En fait, c'est du sucre dont tu as besoin. sinon utiliser un aliment totem, comme disait, je crois, Sophie il y a plusieurs mois. Quand t'as une fringale comme ça, que t'as envie de prendre du sucre, bah, par exemple, tu sais que t'aimes le fromage ou tu sais que t'aimes la charcuterie, bah, tu prends ça à la place. Alors, ça, là, ça adresse plutôt la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le process. C'est-à-dire comment le corps réagit quand on l'a déclenché. Donc, on l'a déclenché parce qu'on avait faim. Comment le corps réagit? Il dit, tiens, ce que je vais faire, c'est on va prendre un yaourt sucré.
Ah, ça, je sais, tu sais, un yaourt sucré, ça marche bien. On va prendre un fruit. Tu sais, un fruit, ça va, un fruit, c'est un fruit. Donc là, ça, c'est le deuxième endroit sur lequel il faut agir. On agit pour essayer d'éviter les déclencheurs. Et puis après, on va agir pour dire, bon, bah, si jamais il y a eu un déclencheur, on va essayer de lui substituer un autre chemin. Et donc, évidemment, un autre chemin, c'est la prochaine fois que tu auras faim comme ça et que tu auras une envie de sucre, essaye de te dire, tiens, ce que je vais faire à la place, c'est je vais manger un morceau de beurre. Ah ben écoute, j'ai fait le truc et ça marche bien. Alors, c'est là où on arrive sur la troisième phase. La troisième phase, c'est de la récompense. Quand on mange un bout de sucre, eh ben, il y a derrière une récompense de dopamine qui nous dit, ah bah super, tu as mangé du sucre, c'est génial. Alors, il se trouve qu'il y a des tas d'autres messages qui sont envoyés en même temps que ce sucre, mais on les oublie. De la même façon, quand on prend la cigarette, il y a certes un message qui est donné par le tabac et enfin, la nicotine, mais il y a aussi le truc qu'on a eu dans les poumons et qui nous fait un peu tousser, le goût dégueulasse qu'on a à la bouche. Enfin, donc il y a des tas de choses en fait. C'est pas obligatoire qu'on y voit une récompense. Mais c'est parce qu'on y voit une récompense qu'on entretient le phénomène d'addiction. Donc, il faut absolument travailler sur cette récompense pour se dire, quand on a pris du sucre par erreur, il faut qu'on se rappelle que c'était pas bon. Il faut qu'on se rappelle que on n'a pas eu une vraie récompense. On a eu vaguement un truc de, ah ouais, non, merci, j'arrête de t'en demander, mais pas un feu d'artifice comme la première fois qu'on en a pris. Hein, c'est le truc classique des drogués à l'héroïne qui cherchent à retrouver le dragon qu'ils ont sur le dos duquel ils étaient à la première prise. Ils ne le retrouvent jamais. Donc tout le reste du temps, ils courent après une récompense qu'ils n'auront plus jamais. Et la quatrième phase est tout aussi importante, c'est la phase où on se dit, en fait, je suis un esclave du sucre. C'est la croyance. C'est le moment où on se dit, à moi, de toute façon, je suis comme ça, je suis un addict. Et il ne faut jamais accepter aucune de ces phases. Si on veut vraiment sortir de l'addiction, il faut jamais accepter que son cerveau y pense. C'est même pas en parler, c'est le fait d'y penser, c'est déjà une façon de réentretenir la gaine de myéline sur notre circuit de pensée. C'est, si vous voulez, dans la jungle, c'est remettre sur une piste qu'on avait abandonnée il y a longtemps, remettre un coup de débroussailleuse pour que la piste redevienne utilisable. Après, la question, c'est est-ce que, est-ce qu'au bout d'un moment, ça disparaît vraiment, cette envie-là? Parce que, après, moi, j'avoue, j'ai toujours été tout sceptique sur tout ce qui était psychologie. Il Donc, reste, je me il reste dis, une piste, hein. Il reste une piste qui a été entretenue, qui a été utilisée un jour. voilà, c'est ça. Mais tu veux qu'elle soit une piste euh, Atténué, ouais. Très atténué. pire que ça, toi, tu veux qu'elle soit complètement noyée par la jungle. Donc certes, on peut toujours la retrouver, mais il faut qu'on la retrouve avec effort. Il faut que ce soit pas un truc facile à faire, mais un truc difficile. Donc, il faut vraiment qu'on ait une bonne raison de le faire. Ouais, je Et vois. c'est vraiment, là, on parle de psychologie clinique, on parle de choses qui ont été testées très longuement. Aujourd'hui, tu as des gens qui s'amusent à regarder sur des rats comment ça se passe, hein. Je peux t'en parler parce que mon gendre fait ça et que le karma doit être catastrophique. Mais la vérité, c'est que on arrive à mesurer effectivement que simplement à penser à une chose, on développe dans le cerveau un- une, une, une gaine de myéline, donc c'est-à-dire une optimisation de cette pensée. Mais voilà. Donc c'est un travail. C'est vraiment, on parle de reprogrammation du cerveau. Sophie nous parlait tout à l'heure de, de TCC. Tu veux nous en parler 5 minutes? C'est exactement ça, c'est une reprogrammation du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait,
Pour prendre une image, si on parle couramment l'anglais, que c'est notre langue maternelle, on va pas le désapprendre. Par contre, on peut apprendre une autre langue, par exemple l'italien. Et en fait, la TCC, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui est basal, basique, et on est comme ça, et qu'on va le remplacer par un autre à la force, effectivement, d'exercice, de... Voilà. Et cet autre prendra le dessus à un moment donné, tout simplement. Donc, effectivement, par rapport aux voies, l'autoroute, etc., je pense que pour sortir d'une addiction, il faut créer une nouvelle route pour, euh, pour qu'elle soit aussi agréable, en fait. Pas de l'addiction, mais une nouvelle voie qui permette, en fait, de ne plus avoir envie d'emprunter les autres. Mhm. Et c'est ça, en fait, la Ouais. TCC, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment la reprogrammation du mode de pensée Mhm. par des exercices. Ouais. C'est très intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, Hydra, quand tu vois un pain au chocolat, au début, ça va paraître complètement ridicule, mais quand tu vois un pain au chocolat, tu dis, quelle horreur, c'est dégoûtant ce truc, ça me fait, je sais pas, n'importe quoi, le truc qui vient à la tête de Je suis négatif. sûr qu'il est gavé de Ouais, mangan. je comprends, mais La je fais première ça fois, en fait, je fais ça pour pas mal d'aliments, mais pas sur tous, en fait. Sur et certains, des en fois, fait, tu c'est vois. mécanique, c'est-à-dire que c'est pas instinctif, parce que c'est vrai que c'est pas tout de suite, ça va pas devenir, ah bah, c'est pas bon. Non, au début, tu vas te forcer à te le dire, une fois, deux fois, trois fois, et en fait, ça va devenir un réflexe. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la TCC, c'est-à-dire que quand tu verras l'aliment, tu auras appris cette deuxième langue, tu parleras, tu penseras cette deuxième chose quand tu verras l'aliment, et voilà. Et c'est un peu le principe de la TCC, en fait. Ouais, l'idée, c'est que cette idée te revienne à chaque fois à l'esprit plutôt que l'idée du plaisir en premier, quoi. Oui, c'est ça. Tu vas remplacer un truc par un Le autre. programme. Tu mets un filtre. Et ce qui est très intéressant là-dedans, hein, Hydra, c'est que tu vas te féliciter après. Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça. Ah oui, mais c'est ça qui est important. C'est important de remplacer la récompense. Et donc te dire, en fait, il y a un an, je me serais jeté dessus comme un sans fin, et là, rien. J'ai réussi tranquillement à le faire. Ouais, je suis fier de moi. Eh ben, c'est une récompense. Et c'est vachement important. Puis ça paraît bête, mais les rares fois où j'ai quand même fait une exception, à la fin, je me persuadais que c'était désagréable, Ouais, et les fois suivantes, je me disais, mais rappelle-toi la dernière fois, t'as craqué, exactement. mais en fait, c'était pourri, en fait. Par Exactement. exemple, c'est ce que je me suis dit, en fait, avec, il y a un mois à peu près, j'ai mangé 100 grammes de chocolat blanc. Bon, Hmm. c'est pas bien du tout. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Hmm. En plus, je crois que je l'avais acheté chez Carrefour, mais il était, en fait, franchement, il avait pas de goût, il était dégueulasse. Je me suis dit, franchement, j'ai dû bouffer 50 grammes de glucides pour ça. Hmm. Et bah, à chaque fois que je repasse devant, je me dis, bah, en fait, non, j'en ai vraiment pas envie, quoi. Donc, tu vois, tu as eu un déclencheur, tu as pris une voie habituelle, mais Ouais, tu as c'est, réussi à te dire, en fait, c'est pas bon. Et donc, tu vois, à complètement casser la troisième phase de récompense. Tu as dit, en fait, c'est pas bon, c'est dégueu, et tu te l'es répété. Et puis, après, ça t'a permis de te dire, en fait, bon, je l'ai fait une erreur, mais ce n'est pas moi, c'est une erreur. ouais, c'est exactement ce que je me suis Moi, dit. je suis plus confiant sur le fait que j'arriverai à la contrôler. Exactement. Donc voilà le petit point là, que je voulais faire sur l'addiction. Donc Sophie vous a parlé des TCC, donc c'est la théorie comportementale et cognitive. Thérapie. Thérapie, pardon, thérapie comportementale et cognitive, excuse-moi. Et donc une des façons de faire de la psychologie clinique. Et ça, ça fonctionne. En général des thérapies brèves. Et ça a des effets mesurés. Il y a des travaux qui ont été faits en tests cliniques. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez, des sujets dont vous avez besoin de soigner sur des problèmes psychologiques, les TCC sont très efficaces. Je voulais ajouter quelque chose. C'est bon. C'est bon. Maintenant que j'ai avoué mon péché avec mes 100 grammes de chocolat.
Écoute, voilà, donc tu as maintenant un guide pratique que tu vas pouvoir améliorer usage après usage et avec bienveillance sur soi-même. C'est-à-dire il ne s'agit pas de se fouetter, en fait, il s'agit à chaque fois, utiliser chaque expérience comme un moyen d'améliorer la prochaine fois et d'être plus efficace. Alors, le deuxième point que je voulais voir, c'était suite à une réflexion dans le groupe sur l'eau, le sel, les crampes, etc. Alors, donc il se trouve que il y a des cas de crampes qui arrivent assez souvent en cétogène. Alors, l'explication habituelle, c'est d'abord de dire qu'on arrive en général en cétogène après avoir fait pas mal de bêtises avant. Et donc, on a pu se vider de pas mal de nutriments. Par exemple, le magnésium, souvent en cause dans les questions de crampes. Le magnésium, c'est un nutriment qui est assez abondant dans la nature. Vous voyez derrière moi, toutes les herbes, là, tout ce qui est vert derrière moi, c'est parce qu'il y a un noyau de magnésium au cœur. Donc en théorie, on devrait, quand on est un bon végétarien ou un bon omnivore en régime classique qui mange sa salade, on devrait être constamment avoir suffisamment de magnésium sur soi. Sauf que tout ce que vous voyez comme magnésium derrière moi est enfermé dans la fibre qui nous empêche de l'absorber. C'est-à-dire que même si on arrive à le découper, la fibre va l'embarquer avec elle. Donc, la question qui se pose quand on passe en cétogène, c'est qu'on va changer son métabolisme. On va réduire considérablement les doses d'insuline qu'on s'impose tous les jours. Et avec la réduction d'insuline, il y a une réduction de l'eau dans les tissus, de l'eau qu'on retient dans ses muscles et dans ses tissus. Quand cette eau va sortir, elle va partir dans nos urines et elle risque d'embarquer avec elle une grosse partie des sels minéraux qu'elle maintenait dans nos tissus. Alors ça embête beaucoup les gens qui font du culturisme, hein, parce que tout d'un coup, ils vont perdre en volume musculaire, puisqu'ils vont perdre de l'eau qui ne servait à rien là-dedans. Ils vont pas pour autant perdre ils vont pas pour autant perdre de la force, ils vont juste perdre du volume musculaire. Et donc, ce à quoi il faut faire attention quand on bascule en cétogène, c'est à rééquilibrer ces minéraux qu'on a en général perdus dans l'urine qu'on va faire en masse au moment où on va baisser notre niveau d'insuline. Alors, je comprends que c'est embêtant, hein, que ce serait aussi bien de finalement rester avec de l'insuline. Après tout, est-ce qu'on n'était pas bien avant? Je vous rassure, il y a beaucoup d'autres choses bien plus graves qui se passent avec l'insuline. Et donc, il faut juste reconstituer éviter de perdre trop de sels minéraux et donc reconstituer les sels minéraux qu'on perd. Alors, pour ça, euh, il faut prendre du sel. C'est les minéraux les plus importants à reconstituer. Pour une raison assez simple, c'est que le sel, en grande partie, c'est du chlorure de sodium. Le chlorure, ça permet de faire de l'acide chlorhydrique. Et on en a besoin quand on mange carnivore, puisqu'on a un estomac qui reprend son acidité naturelle, c'est-à-dire avec un pH autour de 1. Et que si on ne fait pas ça, si on n'a pas suffisamment de chlore pour le faire, eh ben, on n'a pas assez d'acide. Et c'est là que vous avez les problèmes de reflux gastrique, hein, les gens qui ont des remontées acides. On leur donne des inhibiteurs de la pompe à protons, donc des choses qui vont baisser l'acidité de leur estomac, et ça ne soigne pas leur reflux gastrique, et ça les met en incapacité à bien digérer la viande, qui est un choix intéressant. Ce qui déclenche les reflux gastriques, c'est le fait d'avoir un estomac pas assez acide.
Ça vient quand on mange beaucoup de végétaux et ça vient si on ne mange pas assez de sel. Alors souvent, on vous dit qu'il ne faut pas manger trop de sel parce que ça fait monter la tension artérielle. Alors ça vient d'une étude de 2003 ou 2005, 2003 je pense, qui avait été faite où on montrait que si on augmentait le sel, on avait une augmentation, enfin si on diminuait le sel, on avait une baisse de la tension artérielle. Mais si on montait le potassium, on avait aussi une baisse de la tension artérielle. Et donc ce que montre cette étude, c'est qu'en fait, il y a besoin d'un équilibre sodium-potassium et que parfois, ce dont on manque, c'est le potassium. Donc ça tombe bien, le potassium, il y en a beaucoup dans la viande. Et souvent, le potassium qu'il y a dans les fruits et légumes n'est pas forcément assimilable. D'après ce que j'avais lu, le sel, en fait, ça augmente la tension, mais juste, en fait, c'est juste un pic qui Oui, après redescend très vite, en fait. Ce oui, qui fait que c'est dangereux que pour ceux qui ont déjà une tension déjà très élevée, en fait. Pas que ça fasse oui, un pic de trop, tu vois. oui, mais en fait, si tu veux, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as une tension très élevée? Ben, souvent les glucides et d'autres facteurs, mais Tu aperçois que le derrière, tabac ou je sais pas. Enfin, voilà, tu aperçois que derrière, c'est un sujet de diabète. hmm. Donc, oui, on peut traiter un diabète en arrêtant de manger du sucre. Ah, bah, bonne chose alors. Si on se met en cétogène, on va avoir le diabète qui va disparaître. Et avec lui, la surtension artérielle. Parmi les autres sujets de surtension artérielle, le manque d'exposition au soleil, puisque l'exposition au soleil crée un, un oxyde d'azote qui va baisser la tension artérielle, puisque le soleil va nous permettre de produire de la vitamine D et que la vitamine D on va réguler le système rénine-angiotensine qui est le principal promoteur enfin le régulateur de la tension artérielle. Donc, en mangeant normalement, c'est-à-dire carnivore, on va avoir la tension artérielle qui va baisser naturellement, en s'exposant au soleil aussi, etc., en ayant une vie un peu plus normale. Et tout ça fait que c'est pas le sel le problème. Alors, D'ailleurs, moi-même, je mange pas mal de sel, etc. Enfin, naturellement présent dans les aliments. Ça doit faire hum, 10 grammes par jour. Et je me suis acheté récemment une petite machine là pour avoir la tension. hum, Et je suis clairement dans l'optimum là. Alors, je crois que le premier c'est systolique, je suis à 107. Et en dessous, je dois être à 75, un truc comme ça. Donc c'est clairement l'optimum, quoi. Et écoute, pourtant, de j'y la vais, même hein. façon, de la même façon, moi, ça fait 6 ans que je suis en carnivore, que je mange jusqu'à 12 grammes de sel par jour, je suis gavé en cholestérol, etc., comme chacun sait. La dernière fois que je lui ai donné mon sang, le médecin, il hésitait à me prendre parce qu'il trouvait que j'avais une tension trop faible. Bon, Ouais. pourtant, je me levais, je m'asseyais sans problème. Enfin, bref. Donc, cette histoire de sel, en fait, beaucoup expliquent que le sel, faut pas en manger trop, et ils essaient de comparer ça au sucre. Alors, il y a une grosse différence, c'est que le sucre, on s'arrête pas, le sel, on s'arrête. Moi, je vous mets au défi de prendre plus de 12 grammes par jour. Ça va être compliqué. Il C'est y en a qui dur, hein. arrivent, mais C'est très dur. voilà. Il y en a qui arrivent, mais c'est compliqué. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans dans toutes les sociétés humaines, euh, quand on a un accès libre au sel, on en prend 10-12 grammes. Donc en France, les gens consomment 10-12 grammes. Il se trouve que c'est planqué dans les aliments, enfin dans les plats processés. Parce qu'on s'aperçoit que les gens ont un appétit pour le sel et qu'on va faire des plats qui sont pas très bons, mais en mettant du sel, on appelle un exhausteur de goût. Mais si vous voulez, en carnivore, on n'a pas cet apport-là, il faut le compenser. Et mettre 12 grammes de sel par jour, c'est pas mal. C'est pas si. Après, ça dépend. On peut quand même des fois l'avoir. Ça dépend ce qu'on mange. Par exemple, dans les fromages, dans la charcuterie, ou Oui, dans certains produits transformés comme des saucisses, chipolata, etc. oui, Donc, oui, exact. ça dépend ce qu'on mange en fait. Moi, je sais que je mange beaucoup de ces produits-là. Donc, en fait, chez moi, je rajoute pas de sel parce que je vois déjà que j'ai largement ce qu'il faut. J'en prends beaucoup dans les plats, Mm. dans les plats processés, en fait.
Voilà, c'est transformé. Ouais, transformé. Donc effectivement, tu as raison, tout ce qui est plat transformé, en général, il y a du sel. Et donc dans le fromage, il y en a toujours qui est rajouté. Et dans les saucissons et autres charcuteries, c'est le principe que de les conserver dans le sel. Et de fait, nos ancêtres consommaient beaucoup de sel, notamment parce que c'était le mode de conservation de la nourriture. On observe des schémas d'échange de sel au travers des continents et sur des périodes immémoriales, quoi. C'est-à-dire qu'on a, les paléontologues ont vu des traces de commerce de sel, des signes d'échange qui se faisaient entre des clans et des tribus qui étaient loin du sel, mais qui en avaient besoin et qui l'échangeaient contre autre chose. Ah, d'ailleurs, le mot salaire vient de sel, hein. Alors, le mot salaire vient de sel, effectivement. Euh, le, donc, on payait les soldats romains en sel. L'impôt, la gabelle, c'était l'impôt principal du temps du roi de France. C'était un impôt sur le sel qu'on avait le droit d'avoir. Donc, en fait, on était contraint d'acheter du sel au roi. Mais c'était le sel dont on avait besoin toute l'année pour conserver sa viande et pour saler. Voilà, régulièrement, enfin dans les écritures, on parle du sel de la vie, etc. Enfin bref, tout le monde est au courant que le sel est nécessaire. Alors sur l'eau, alors bon, sur le sel, si vous n'en consommez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez chercher à le retenir, chercher à retenir le sodium pour pas qu'il parte. Et ça, c'est une capacité qu'on a développée. Ça montre que le sel, le sodium, on en a besoin, mais que ça nous est arrivé de ne pas en avoir assez. Alors que, par exemple, le potassium, on n'arrive pas à le retenir, on n'a pas les capacités à le retenir. Mais donc les reins peuvent retenir le sodium et quand ils le font, ils vont en général sécréter une hormone qui s'appelle l'aldostérone qui va avoir tendance à vous faire garder l'eau dans les tissus et dans les muscles. Et donc c'est supposé être assez stressant, même si sur ces sujets, il y a des populations qui ont régulièrement des niveaux élevés d'aldostérone sans avoir par ailleurs de problèmes de stress mesurés par ailleurs. Donc, il y a certains carnivores qui considèrent que pas besoin de rajouter du sel et qui défendent leur point de vue qui peut se tenir. Nous, dans le groupe, on a une de nos membres qui a, en 3 mois, résolu un problème de rétention d'eau. Donc, elle avait en fait des jambes poteaux et c'est parti en 3 mois en augmentant la quantité de sel. Je crois qu'elle est passée au-delà de 15 grammes par jour. Et donc, c'est très intéressant de se dire que en fait, c'est probablement un truc avec lequel il faut expérimenter. C'est pas aberrant, notamment du fait de l'aldostérone qu'on est obligé de tenir. Et donc voilà, moi, ma recommandation, c'est plutôt aller sur les 12 grammes de sel, qui sont les 12 grammes que tout le monde prend quand on a le choix. Quand on a le choix et quand on a la capacité. Euh, L'autre sujet qui va avec ça, c'est l'eau. Alors, sur l'eau, euh, c'est compliqué de savoir de combien on a besoin d'eau exactement. Il y a un truc assez classique, des gens qui vous disent qu'on a besoin d'1,5 litre par jour. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Euh, il se trouve que de l'eau, on en produit à chaque seconde que l'on passe, puisqu'en fait, l'oxygène qu'on respire va être utilisé au niveau cellulaire et il va être utilisé pour faire du CO2 et de l'eau. Euh, Grosso modo, on fait une vingtaine de kilos d'eau par jour, puisqu'en fait, on fait 60 kilos d'ATP. Et pour chaque molécule d'ATP, on a besoin d'une molécule, on produit une molécule d'eau. Et une molécule d'eau est, je crois, en masse moléculaire, j'avais calculé ça à l'époque, un tiers de la masse moléculaire de l'ATP. Donc voilà, 60 kilos d'ATP égale 20 kilos d'eau. Donc 20 litres d'eau qu'on produit chaque jour grâce à la respiration. À noter qu'on peut aussi en créer un petit peu avec la graisse. En fait, c'est ça.
c'est ça le mécanisme en fait. C'est la graisse que tu vas bêta-oxyder dans la mitochondrie va apporter des électrons à la chaîne de transport d'électrons. Et le dernier complexe, le complexe 4, qui fait passer des protons de l'autre côté de la membrane, euh, produit une partie d'eau enfin, pour un proton. Alors après, est-ce que le complexe 4 fait tous les protons ou fait seulement une partie des protons? Il y a peut-être un truc là-dessus. Quand j'ai fait l'estimation, peut-être que je me suis gouré là-dessus et que ce serait seulement un quart de l'ATP qui viendrait grâce à cette molécule d'eau, enfin grâce à cet oxygène qui fait cette molécule d'eau. Bon, donc dans ces cas-là, ce serait pas 20 kilos, c'est pas 20 litres, mais 5 litres. Bon, juste pour dire on produit de l'eau et en particulier quand on va processer des acides gras dans notre corps. Et effectivement, Hydra, là où tu as raison, c'est que la réserve d'eau des camélidés, hein, des chameaux et dromadaires ou des zébus, c'est dans leur bosse. Et c'est pas une bosse avec de l'eau. Salut Sophie, Salut, merci pour tout. avec plaisir. Au revoir. Au Euh, revoir. Donc les chameaux, les zébus et autres animaux qui vivent dans les fortes chaleurs, ils ont une bosse, et cette bosse, c'est une bosse de gras, et c'est ce gras qu'ils utilisent pour faire de l'eau au fur et à mesure. Donc oui, il y a effectivement une forte capacité à utiliser le gras pour faire de l'eau. Et c'est d'ailleurs tout le sujet des jeunes secs par rapport aux jeunes hydriques. C'est-à-dire quand on fait un jeûne sans boire d'eau, eh ben, c'est l'équivalent de 3 jours d'un jeûne avec de l'eau. Et c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus attaquer les réserves, et notamment les réserves de gras, pour autre chose que pour de l'énergie en fait. Euh, Bon, donc moi, j'ai pas des grandes idées de combien d'eau il faut par jour. Je pense que globalement, on le sait en ayant soif. Il y a une vidéo de Joseph Everett sur sa chaîne What I've Learned qui traite du sujet de ces gens qui meurent de boire trop d'eau. Et donc, il fait C'est de la référence. potomanie, ça. Pardon? C'est de la potomanie, ceux qui boivent trop d'eau. Alors, tu sais, il parlait des gens qui faisaient ça en faisant des courses d'endurance et qui se forçaient à boire très régulièrement tout au cours euh, Ah. de Parce que leur, moi, j'avais vu une émission sur ceux qui ont une pathologie, justement. Ouais, Alors, ils ont le sentiment de toujours avoir soif et ils peuvent te boire 20 litres d'eau dans la journée. Et ouais, là, par contre, ça peut même aller jusqu'au coma, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même avant 20 litres, hein, le coma. Enfin, Euh, quand je dis 20 litres, je me rappelle bon. plus exactement de la. Je l'ai pas Bah, testé, mais. il y avait une histoire c'était dans le cadre d'une séance comment on appelle ça, désensorcellement ou c'est quoi le terme? Une séance de désenvoûtement où le maître des cérémonies avait fait boire 9 litres d'eau à la personne qu'on cherchait à soigner et elle est morte en fait, c'est le cerveau va perdre tout son eau. Euh, il va y avoir une osmose inverse qui va faire une hydrocéphalie. Euh, donc ça, c'est voilà le truc un peu classique. Mais sur des compétitions type marathon, on a vu des gens qui étaient euh, qui faisaient des malaises, en fait, du fait d'avoir bu trop d'eau et de pas avoir assez de sels minéraux en face de ça. Donc, Oui, euh, c'est pour ça que souvent ils mettent des électrolytes dans l'eau des oui, sportifs.
Mais le mieux, c'est de pas boire quand on court. C'est une bonne idée. On va suer moins, mais il n'y a pas besoin de suer beaucoup. En fait, la sueur sert à refroidir. C'est pas des grosses gouttes qui vont refroidir, c'est le fait des fines gouttes et que l'air, en évaporant ces fines gouttes, va refroidir. Ouais, je pense que ça dépend où est-ce que tu cours. Ceux qui font leur marathon dans la vallée de la mort, là, en dessous de la Californie, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup boire, hein. Enfin, si tu veux, le mécanisme de ton corps qui cherche à s'adapter à la chaleur en mettant plus de sueur pour qu'il y ait plus de refroidissement, je ne pense pas que ça marche. C'est pas parce que tu as des grosses gouttes de sueur que tu vas te refroidir, c'est parce que tu as une sueur constante et bien répartie. Donc je Oui, pense que c'est l'effet d'évaporation de la sueur qui te. c'est l'évaporation de la sueur qui crée un rafraîchissement. Oui, j'avais lu ça. C'est pour ça que mettre un ventilateur devant un chien, ça sert à rien. Parce qu'il transpire pas. Donc en fait, ça le rafraîchit pas, lui. Ah bah, Il y a que souvent, la clim qui fonctionne avec. il laisse la bouche Oui, ouverte voilà, il peut laisser la bouche ouverte, mais je veux dire, s'il fait pas ça, a priori, et il va faire ça quand il a chaud. voilà, c'est ça. Mais c'est Euh, pas. donc voilà maintenant, si tu mets un ventilateur avec une bouteille d'eau fraîche devant, tu as réinventé la clim. Ouais, mais d'un autre côté, si pour avoir ta bouteille d'eau fraîche, tu l'as mis dans le réfrigérateur avant, qui est dans la même pièce, ça Le va pas bilan n'est trop pas t'aider, génial, quoi. mais c'est du froid local que tu fais. Ouais, j'ai essayé les astuces comme ça il y a longtemps, mais ça marche pas. Tu réchauffes plus la pièce, en fait. Voilà, donc sur ces sujets de combien il faut boire, j'ai vraiment pas de grandes idées parce que justement, ce qu'on observe, c'est que c'est pas si simple que ça et que cette idée de dire aux personnes âgées, buvez, il faut boire, rebuvez madame, etc., ça mène plutôt à un problème de déséquilibre minéral que à des petits vieux qui vont mieux. C'est en fait je pense qu'il y a une confusion entre le fait que quand le corps se prépare à la mort, il se déshydrate et il cesse de se nourrir et on va partir assez rapidement. Et que du coup, on a pris cette grande habitude dans les hôpitaux de tout de suite commencer à poser une perf pour réhydrater. Et du coup, quelqu'un qui devait mourir tranquillement va mourir pas tranquillement sans qu'on ait apporté d'autres choses pour ça. Donc, on est même en train de revenir dans certains hôpitaux sur le fait de perfuser les gens qui arrivent à l'hôpital. Mhm. Donc voilà, donc c'est pas un sujet très très simple. Euh, En carnivore, on prend de l'eau, on prend de l'eau pétillante, on prend du bouillon d'os, du bouillon de bœuf. Éventuellement, on parfume son eau avec un peu de vinaigre, ça se fait. On met du sel dans l'eau. C'est une bonne façon de D'ailleurs, je rendre. trouve que j'ai moins soif depuis que je suis un carnivore. En fait, après, je sais que ça peut être dû au diabète, je crois que j'avais lu. Ouais, Mais par exemple, la nuit, j'avais toujours une bouteille d'eau à côté de moi. ouais, Parce qu'au milieu de la nuit, j'avais la gorge sèche, j'avais besoin de boire. ouais. Alors que maintenant, ça doit faire plus d'un an et demi, j'ai plus du tout ce problème. Alors que j'avais ça depuis des années. Ouais, ouais, Tu vois, j'avais ça- tout le temps la gorge sèche, j'avais pas de l'eau, j'étais obligé de me lever pour aller boire, tu vois. je pense que la question effectivement du diabète est une bonne explication. Ouais. Ça me paraît une bonne explication. Ouais, pourtant j'avais ça depuis un an. Ah ben, Le problème, c'est que voilà, le problème, c'est quand le diagnostic porte, il dit, ah bah ta glycémie elle est bonne. Ouais, bah oui, mais en fait, c'est pas ça le diabète, hein. non, hélas. Et là, ça, on en fera un sujet, je pense, la semaine prochaine, mais effectivement, le diabète, c'est un vrai sujet. Alors, dernier point qu'on voulait aborder avec Sophie. On a encore vu cette semaine des gens qui nous expliquaient qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils étaient tout faibles, etc. Et bah, très souvent, c'était encore un sujet de gens qui ne se nourrissaient pas assez, ne mangeaient pas suffisamment dans la journée. Donc évidemment, hein, il y a quand même un vrai sujet en carnivore. On passe avec des gens qui ont commencé, enfin qui la veille prenaient 150 grammes de viande par jour et avaient l'impression qu'ils mangeaient de la viande. Là, ils se mettent à multiplier par deux, ils font 300 grammes par jour, ils font waouh, alors qu'ils devraient en prendre 700.
Donc, ça peut aller bien pour 2, 3, 4, 5 jours, mais c'est sûr qu'il y a un moment où ils vont taper le mur. Donc, au-delà de ça, on voulait surtout vous rappeler un peu la philosophie qu'il y a derrière le carnivore. Et t'as pas parlé des graisses. J'ai pas parlé des graisses? Maintenant, parce qu'ils mangent 300 grammes de Oui, viande, tu as raison. mais en fait, il n'y a pas d'énergie. Et après, c'est, bah non, mais je vais pas bien. Donc, du coup, j'ai pris du sucre Hmm. ou du coup, j'ai fait un écart ou du coup, je rajoute des fruits. Ouais. Ouais, faut bien. Mais Vraiment, moi j'ai des graisses. Enfin, à titre d'exemple, moi je mange 200 grammes de graisse par jour en moyenne. Tu vois, ça te peut donner un exemple concret. Pour un homme de 1,78 m, 200 grammes, ça me convient. Des fois, plus ou moins 50 grammes en fonction des jours, mais généralement, c'est tous dans les 200, voire plus. Donc, faut manger quand même sa portion, hein. Ça Ouais. fait quand même une bonne Alors, portion de graisse, hein. ouais, tout à fait. bah, il y a une quantité, après, ça dépend des gens, mais au-delà de Et ça, en fait, il y sachant que je suis a. sédentaire en plus, hein, une personne qui fait beaucoup d'exercice physique aura besoin encore plus de graisse. Ouais, mais tu vois, alors que moi, j'en rajoute quasiment pas. Par contre, je mange gras dans les Après, aliments. quand je dis 200 grammes, c'est tout compris, hein. C'est pas, je rajoute pas forcément du beurre à Ouais, chaque ouais. fois, hein. Mais Souvent, moi, c'est j'en inclus mange dedans. quasiment pas, enfin, je mange quasiment pas de beurre ajouté. Je mets du beurre ajouté quand je mange des viandes que je vois maigres, en fait. Là, je me Moi, c'est dis non, pareil, ça va pas le faire. exactement pareil. Mais si je prends de la viande qui est déjà grasse de base, ben, entre le gras de cuisson que je mets, je rajoute pas forcément de beurre après. En tout cas, beaucoup moins qu'à une époque où j'avais le sentiment de me forcer. Mais au-delà de ça, en fait, ce à quoi ça me ramène, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent le carnivore en fait comme ça, en se disant ah tiens, faut que je mange de la viande et je suis en carnivore. Alors que ce que je comprends aussi avec le temps et ben en l'ayant expérimenté depuis plus d'un an et puis en me documentant quand même beaucoup là-dessus, c'est que avant tout en fait, tu as quand même une philosophie carnivore, tu as un esprit carnivore et tu as surtout des connaissances à acquérir en fait. Tu te lances pas dans du carnivore en disant simplement je mange de la viande et tout va bien se passer. Ce que vient d'expliquer Jean-Christophe avec le sel et l'eau par exemple est un exemple. Quand tu décides de passer en carnivore, ton métabolisme il change en fait. Donc il y a tout un tas de choses à comprendre pour que tu puisses comprendre ton corps et que tu puisses euh, faire la transition avec lui en fait. Parce que sinon, ça mène à des situations comme on voit sur le groupe où tu as des gens qui arrivent en panique ou alors en mode victime, en mode oh là 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 là, mais ça marche pas sur moi, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est je suis en carnivore depuis 15 jours, ben tu manges quoi? Ben de la viande, oui, et en fait, il n'y a pas assez de viande et il n'y a pas de gras. Et en fait, c'est s'aventurer dans le carnivore sans aucune notion, sans comprendre les enjeux du carnivore, en fait, tu vas forcément te taper un mur. Parce que tu as tout un tas de choses à accompagner. Alors, je dis pas que c'est compliqué, mais je dis qu'il y a un minimum à s'intéresser pour pouvoir comprendre et pour pouvoir s'accompagner là-dedans, en fait. Parce que sinon, c'est juste pas possible et tu vas faire connerie sur connerie. Parce qu'à chaque fois que ton corps, il va, par exemple, t'as des crampes, t'as une envie de sucre, à chaque fois, tu vas partir en cacahuète en mode, oh là là, mais c'est quoi ce régime, qui d'ailleurs n'est pas un régime. C'est vraiment une alimentation, une philosophie en soi, en fait. Hmm. Donc, enfin, moi, ça m'évoque ça. Et quand je vois, je trouve qu'il y en a, que ce soit sur le groupe ou ailleurs, hein, Ouais. mais dans les différents endroits où je Ah, traîne, en fait, je vois, il y a beaucoup de personnes comme ça qui arrivent en mode, j'ai trouvé un nouveau régime, je mange de la viande, expliquez-moi comment ça marche, mais rapidos, en fait, alors que tu as tout un tas de documents quand même qui sont à disposition. Et en gros, dites-moi ce qu'il faut faire. Mais on peut pas dire ce qu'il faut faire. En fait, le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de lui dire, bah, écoute, il y a une documentation. C'est pour ça que j'ai fait mon site en parlant de ça, mais de dire, putain, il y a un minimum de trucs à comprendre hmm. et il faut que tu t'y penches parce qu'on va pas pouvoir te donner des solutions. Parce que chaque personne est unique, mais par contre, si tu as compris la philosophie, tu vas savoir à peu près où naviguer, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ajouterais aussi un truc que j'ai vu régulièrement dans ceux qui semblent avoir du mal au début, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup manger de poulet ou du porc. Hmm. Mais Alors, oui, c'est très bien le poulet et le porc de temps en temps, mais il faut pas se dire que c'est la base. Faut vraiment se dire, à la rigueur, tu manges que du bœuf au début pour voir.
Et c'est après que tu rajoutes un peu de porc, un peu de bœuf. Mais le problème, c'est que le poulet, enfin un peu de porc, un peu de bœuf, je veux dire, un peu de poulet et un peu de porc. Parce que le problème, c'est que le poulet, c'est déjà c'est très sec, donc t'as tendance à être rassasié très vite. C'est pas gras du tout. C'est très protéiné. Je veux dire, avec ça, déjà, t'as du mal à avoir de nouvelles références, alors que déjà, t'en as pas, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment pas ou même des œufs, parce que les œufs, c'est très bien les œufs, sauf que manger que des œufs au début, je trouve pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Moi, je pense qu'il faut quand même commencer par du bœuf, de l'agneau, par des ruminants, quoi. Et puis, après, tu rajoutes d'autres viandes de temps en temps, après un petit moment. Mais commencer par les piments. Après, c'est vrai que les gens, souvent, ils sont habitués au poulet parce qu'on leur a toujours dit de manger du poulet. Donc, forcément, au bout d'un moment, ils se disent, je vais manger carnivore, du coup, je vais manger du poulet, mais en plus grosse quantité. Mais non, Mais je pense que c'est mauvais, ça. Enfin, c'est le, pas une le bonne façon de point, faire. le point que fait Sophie, en fait, c'est de dire, si vous rentrez en carnivore sans avoir compris que c'était un régime cétogène, déjà, on est mal parti. Ouais. Si vous n'avez pas compris qu'en fait, il faut arrêter vos habitudes de picorer, enfin de prendre le minimum de gras possible parce qu'on m'a dit que le gras, c'était pas bien, vous allez dans un mur. Vous allez dans un mur où peut-être que vous aurez pris suffisamment de protéines si vous vous mettez à prendre du poulet et des choses un peu, et des viandes un peu maigres, mais il vous manquera l'énergie et vous allez vous retrouver avec des maux de tête, avec de la constipation, vous allez vous retrouver tout faible, vous allez perdre votre énergie, etc. Ouais, là, c'est du Ducan. Et comme on dit souvent, Ducan Oui. et carnivore, c'est pas la même chose. Alors, évidemment, il y a effectivement Ducamp qui est passé par là avant, qui disait, regardez, pour perdre du poids, il suffit de manger que de la protéine, et puis quand même, il faut prendre aussi des fibres, donc il faisait manger du son d'avoine, c'était sa recette magique. Alors, non, c'est pas notre recette à nous. Nous, on dit, on mange de la viande grasse. Nos ancêtres mangeaient des rennes ou des mammouths donc qui était une viande très grasse. Donc on essaie de retrouver le plus gras possible. Le mieux, c'est les ruminants parce que ils ont une nourriture qui est, enfin ils ont une viande qui est assez indépendante de la nourriture qu'ils ont eue, qui est relativement indépendante, contrairement au poulet ou au cochon. Hein, les poulets, je vous rappelle qu'ils sont moins de 2 mois quand ils sont tués. C'est les labels rouges, c'est 2 mois et qui sont nourris n'importe comment. Et c'est pas neutre pour leur chair. Euh, c'est pas neutre non plus pour leurs œufs. Il y a au Japon des œufs de toutes les couleurs. Et donc vous trouvez des œufs qui ont un goût de cumin parce qu'on a donné du cumin au poulet. Donc on donne du cumin et il reste dans les œufs. Pensez qu'il y a des tas d'autres choses qu'on peut donner au poulet qui restent dans les œufs. Oui, parce qu'il faut pas oublier que la poule, à l'origine, c'est un animal forestier. Ça mange pas du grain tout le temps. C'est en sous-bois. Ça mange des vers, ça mange des insectes, ça mange de tout en fait. Essentiellement. Ça mange pas du grain toute sa vie comme ça. C'est aussi contre nature que de manger, que donner du maïs à des vaches en fait. Ouais, exactement. Donc, alors qu'on peut trouver des vaches en pré, Hmm. on trouve pas beaucoup de poulet en sous-bois hein, qu'on nous vend. Donc, ce que j'appelle une viande plaisir, mais c'est pas la base de l'alimentation quoi. Oui, oui, mais en plus, je veux dire, des poulets, moi, ma prochaine étape, une fois que on aura fini de stabiliser l'élevage bovin là, qu'on a avec Christophe, ce sera de mettre des poules derrière. Donc des Ah, c'est poules pas intéressant ça. qui vont avec des cages qui roulent pour poursuivre les, Ah, ils font ça avec les lapins. bah, l'idée, c'est de le faire avec des poules, parce que bah, du coup, elles grattent, elles dispersent les excréments, elles vont picorer les parasites qu'il y a dedans, et puis elles vont se nourrir de toute l'incroyable flore que vous voyez derrière moi, quoi, hein. Il y a de quoi nourrir du poulet derrière, quoi. Donc voilà, c'était pour dire que en fait, aujourd'hui, le poulet il est élevé en batterie, à l'abri de la lumière, donc il ne reçoit pas le soleil, donc il perd beaucoup de ses capacités à produire de l'énergie. Il est nourri avec une alimentation qui est faite au moins cher par des gens qui se préoccupent pas énormément d'autre chose que de combien de temps on va réussir à mettre pour faire grossir un poulet. Et donc vous avez de la quantité de protéines, mais vous n'avez pas de la qualité et c'est pas très gras.
Et en plus, c'est une protéine qui est la protéine d'un dinosaure, pas la protéine d'un mammifère. Donc moi, je préfère prendre de la protéine de mammifère et plutôt un mammifère qui est avec des rumens, c'est-à-dire différents estomacs avec dedans un élevage de bactéries qui vont transformer l'herbe qu'ils mangent en des acides gras que la vache va pouvoir absorber. Donc je préfère des ruminants, vaches, chèvres, moutons, plutôt que des mammifères monogastriques comme le cochon. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on peut, on fait comme on peut. Si on mange une viande qui n'est pas ça, eh ben, il faut bien penser à mettre suffisamment de gras autour pour apporter non seulement les protéines dont on a besoin, mais aussi l'énergie dont on a besoin. Donc Sophie, pour ton point, effectivement, la question de s'intéresser un minimum à ce qui va être votre façon de vous nourrir pendant les prochaines années, c'est quand même une bonne idée, quoi. Ouais, pour comprendre, et puis au-delà de ça aussi, c'est d'avoir en tête que c'est pas un énième régime, c'est de se reconnecter avec l'alimentation ancestrale de notre espèce, en fait. En effet, c'est une Donc, rééducation alimentaire. On change il y a de quelque modèle. chose il y a quelque chose de revenir à la nature, en fait. Et si tu comprends pas ça derrière, et si t'abordes ça comme un énième régime, ce que je peux voir aussi, c'est des gens qui arrivent, ah, on m'a dit que le carni, ça faisait maigrir, j'arrive. En gros, dites-moi ce qu'il faut faire, et puis ils sont là sur les paramètres, à fond, en mode, se mesurer, se peser, se mesurer la glycémie, les cétones, et j'en passe et des meilleurs. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas Surtout que c'est ça. Si tu contre-productif. fais... Non, Parce puis si que tu fais l'alimentation carnivore, si tu prends l'alimentation carnivore pour perdre du poids, si tu arrives avec un métabolisme qui est esquinté, la plupart du temps, il va falloir que tu reprennes du poids. Parce qu'il va falloir que tu répares ton corps avant que ton corps, il accepte de maigrir et de se désengraisser en sécurité, en fait. Donc, si tu arrives déjà avec billet en tête de je veux maigrir et que tu commences à aborder ça sous cet angle et que du coup tu te dis bon bah alors attends, ah bah, dans ces cas-là je diminue le gras, ah bah non bah du coup je vais passer en nomade, hein, parce qu'en nomade il paraît que ça marche mieux, ah non bon bah du coup je vais faire des jeûnes, hein, parce que le jeûne il paraît que ça aide à maigrir. Non mais t'as rien compris, en fait. C'est ça, tu peux le faire. En fait c'est même pas tu peux le faire, c'est tu vas le faire naturellement quand tu seras tellement en accord avec ta façon de manger que naturellement tu vas manger en nomade. Mais si tu te mets à manger en homade pour perdre du poids, c'est mort. Tu es en train d'avoir le contrôle sur ce que tu fais et c'est mort. Tu n'es pas du tout en alimentation carnivore. Tu es dans un régime, en train de contrôler ton alimentation et de te restreindre dans le but de maigrir plus vite. Et c'est mort. Enfin, pour moi, c'est mort et je trouve ça super dangereux parce qu'il y a de plus en plus cet état d'esprit et des espèces de compètes. Et toi, du coup, tu fais comment? Et tu as fait comment, du coup, pour maigrir plus vite? Mais on n'a pas tous le métabolisme et on n'a pas tous le même chemin. Et c'est pas un régime, en fait. C'est pas un régime. Oui, quand une fois que t'es bien régulé, que ton corps il va bien, bah, naturellement, il va s'affiner, en fait. Mais pas parce que tu fais un régime, parce que naturellement, il n'aura plus besoin de stocker du gras parce qu'il aura plus peur que tu le mettes en famine 11 mois sur 12. d'ailleurs, en parlant de régime, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une alimentation à vie. C'est-à-dire que si on vient en se disant, c'est un énième régime, comme tu dis, je vais perdre du poids avec ça, et puis après je vais revenir à l'alimentation normale, bah de toute manière, tu reviendras à l'alimentation qui t'a rendu gros. Donc au final, non, ça va faire quand même un autre régime, hein. Tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu avec un petit bonus. Donc il faut se dire que c'est un régime, enfin un régime, une alimentation à vie. C'est pas un régime. Voilà, c'est une alimentation à vie. C'est pas temporaire, c'est pas Un style de vie. hypocalorique, c'est tu manges à ta faim toute ta vie. Comme ça. C'est un style de vie. Voilà, c'est un style de vie. Hein. Voilà. Bon, bah merci pour ce point, Sophie, c'était important d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant? Donc, on se reparle dimanche prochain. Et après,
je pense que je ferai une pause le 11 et le 18 pour reprendre le 25. On aura 2 semaines peut-être que je serai de retour le 18, je sais plus. Peut-être qu'on fera un truc le 18 ou le 19. Mais donc, on n'aura pas, dans 2 semaines, on n'aura pas la réunion carnivore. Là, on va lancer la chaîne YouTube du groupe. Donc, tous les directs là qu'on fait aujourd'hui, ils sont faits sur ma chaîne perso, donc c'est pas vraiment le sujet. Donc, je vais la télécharger et la recharger sur la chaîne. Je vous donnerai le lien, du coup, le bon lien dès que je l'aurai fait pour que vous abonniez à la chaîne de manière à ce qu'on puisse faire les directs directement sur cette chaîne. Et voilà. Donc, on a prévu d'essayer de découper un peu les vidéos qu'on a faites en vidéos plus faciles à digérer parce que ça fait comme 1 heure de vidéo, je pense. Deuxième point, donc, Sophie, tu viens de faire une, euh, un site internet sur le carnivore francophone. Mm, Tu vas mm. en parler 30 secondes. Bah oui, j'ai eu l'idée. En fait, ça faisait un moment, ça fait depuis que j'ai découvert le carnivore que je collecte en fait les choses qui m'ont permis de shifter soit les documentaires, soit les trucs que j'ai pu lire, mais surtout que j'ai essayé de visionner. Et la limite que j'ai trouvée, c'est que moi, je suis pas du tout, je parle pas du tout anglais, je le comprends pas de manière à pouvoir suivre un documentaire carnivore. Et j'ai beaucoup buté par rapport à ça, et ça m'a beaucoup handicapée, en tout cas pour m'aider à comprendre ce que j'avais envie de comprendre. Et j'ai collecté malgré tout les informations en essayant de les traduire, et je savais pas comment, déjà, je savais pas comment pour moi trier ça et avoir ça de facilement accessible. Et j'ai eu différentes idées en cours de route et ça a jamais abouti. Et là m'est venue l'idée de faire un site internet. Et le but de ce site-là, c'est de collecter sous forme de blog, en fait, de collecter au fur et à mesure tous les documents qui m'ont permis de comprendre et d'avancer dans ma démarche et enfin, littéralement shifter, hein, parce que voilà. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai publié le document d'Arte Cholestérol, le Grand Bluff, et je l'ai re-regardé à cette occasion-là. Et par exemple, ce documentaire-là, il explique très très bien toutes les questions qu'on a, par exemple dans le groupe, et mon cholestérol, mais du coup, s'il augmente, mais comment je vais faire, mais est-ce que vous êtes sûr que, bah, déjà rien que de visionner ce documentaire, ça permet de rassurer et d'avancer dans sa démarche en fait. Mhm. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc là, bah, j'essaye un peu comme j'ai pas mal de documents d'avance, j'essaye de publier sur le blog un documentaire par jour, ce qui à terme sera pas tenable parce que je peux pas analyser un truc par jour. Mhm. Mais là, comme j'ai pas mal de trucs en stock, c'est ce que j'essaye de faire en ce Mhm. moment, de publier un truc par jour pour mettre à disposition les choses qui m'ont aidé moi à mieux comprendre et à sécuriser ma démarche, en fait. Et de me dire, ah ouais, ok, ah ouais, donc il y a Ansel Keys, ah ouais, ok, et puis lui, il a dit ça, ah ouais, ok, et il y a d'autres personnes qui se penchent sur le sujet et qui pensent que. Et moi, je sais que ça m'a vachement rassuré, que j'avais besoin de ça pour avancer dans cette démarche. Donc voilà. Donc j'ai fait mon site internet, j'allais dire à main nue, donc avec des tutos. Donc j'ai fait ça toute seule comme une grande. Donc s'il y a le moindre bug ou un truc qui fonctionne pas ou un truc que vous voyez bizarre, je vous remercie de me le faire savoir. Ça m'aidera beaucoup en fait. D'ailleurs, si t'as un souci de bug ou autre, vu que je suis informaticien à la base, Ah ouais, non, parce euh, que moi j'ai tout fait avec des tutos. Donc, Ouais. si t'as donc besoin de quand je quelques vois ça conseils, hein, aujourd'hui, n'hésite pas, hein. ouais, Bon. c'est cool, c'est gentil. Bon. Mais voilà, de pas hésiter. Si jamais par inadvertance vous allez un peu traîner sur le site, si vous Mhm. voyez des trucs bizarres, faites-le moi savoir. Voilà. Impeccable. Donc, merci, hein, Sophie. C'est un gros travail et c'est important qu'on ait toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la communauté carnivore qui se sont renseignés grâce au contenu anglophone.
Et donc maintenant, c'est important de leur d'apporter à ceux qui n'ont pas cette capacité et cette aisance en anglais, de leur apporter des infos qui finalement sont tout à fait transmissibles pour peu qu'on fasse le travail, quoi. Ouais, bah du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Donc après, enfin, pour moi, donner une traduction basique, ça rime à rien. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment faire de tirer les points clés, enfin, les notions clés des différents documentaires que j'ai vus. Puis moi, c'est comme ça que j'ai travaillé pour moi, hein, en fait. Mais, et de mettre ça à disposition. Et ce qui est assez rassurant et en même temps, c'est pas rassurant le mot que je voulais dire, mais ce que je trouve intéressant, c'est il y a très peu de documentation en français. Il faut quand même pas, Mm. que ce soit vidéo ou quoi que ce soit, il y a très très peu de choses en français, ou en tout cas d'intéressant en français. Mm. Oui, c'est Et, vrai. et mais malgré tout, il y a quelques documentaires comme Arte et Grand Bluff Mm. ou comme Fat Fiction qui a été traduit. Mm. Et ça, pour moi, c'est les basiques en fait. N'importe qui veut passer en cétogène ou en carnivore, faut déjà qu'il visionne ça pour comprendre en fait le monde et par rapport au cholestérol et par rapport à tous les lobbying agroalimentaires, pharmaceutiques. Enfin, c'est la base. Quand tu as Ouais. regardé ça, tu vois à peu près dans quoi tu te lances en fait. Ouais. Il y a une troisième ressource qu'il faut mentionner, c'est le document de questions-réponses qu'on a sur le forum, sur le groupe Oui. Facebook, qui a été fait les membres du groupe et qui reprend les questions principales que les gens se posent. Donc, quand vous êtes sur le groupe, avant de vous poser des questions sur le groupe, essayez d'aller voir sur ce document parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il est vraiment très complet. Donc, Il y a la base, il y a vraiment le B.A.-ba, le d'ailleurs, B.A.-ba du beurre. reprends le document d'ailleurs sur ton site. Hein, c'est probablement Non une bonne. mais j'allais te dire, je sais pas Ouais. si t'as vu, mais j'ai piqué trois quatre questions parce que j'ai fait Ouais. un truc foire aux questions Ah, très bien. dans mon Ah, c'est dans le site, mais en fait j'avais pas le temps de. C'est comme il y a une page à propos, mais j'ai pas eu le temps de la faire, donc je l'ai pas Mm. mis en ligne. Mm. Mais et du coup pour pas le laisser vide, je suis ah non Mm. j'ai pas le temps d'y réfléchir maintenant, donc j'ai pris trois quatre Ouais, questions dans évidemment. le truc. Mais prenez toutes. Ouais. Et pour que ça me fasse une base de données, parce que j'avais pas le temps de le mettre en forme. Non, non, il faut utiliser toutes les ressources qu'on a et les diffuser, donc c'est bien sûr D'ailleurs, important. en parlant de ressources, ceux qui savent pas, quand on va sur YouTube, il est possible de générer des sous-titres automatiques en français. Mhm. Il suffit Mm, simplement de mettre. En fait, il faut le faire en deux étapes. En fait, d'abord, activer les sous-titres. Et dès que les mm, sous-titres sont activés, parce qu'ils ne proposent pas toujours tout de suite le français, ensuite on va dans choisir la langue. Et là, on peut mm. choisir le français. Et moi, je sais que j'ai regardé pas mal de. Parce que moi, je suis aussi une quiche en anglais, surtout à l'oral. Et par exemple, toutes les conférences de Paul Mason, par exemple, ou Georgia Hyde, etc., qui sont quand même des conférences de qualité, bah ça n'existait pas en français. Mais finalement, ça donne accès à pas mal d'informations qu'on n'aurait pas eu autrement. Alors, Mhm. des fois, c'est un peu. La traduction est un peu bancale, quoi, mais on comprend quand même la plus grande partie. Globalement, ouais. Ouais, donc ça permet d'augmenter ses horizons, quoi. C'est un truc qui est sympa, ça, sur YouTube. Voilà, Ouais, moi, voilà. j'ai du mal à suivre, justement parce que des fois, c'est bancal. Ouais. Et du coup, des fois, ça rend. J'ai eu pas mal de vidéos où, en fait, carnivore était traduit en carnaval. Et du coup, Ouais, 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 tu ça lis dépend. tu lis les sous-titres, t'es là, ah, ok, elle Ça explique à dépend de l'accent, carnaval, je t'es là, pense. quoi? Ouais. Et du coup, Parce t'as que, des mots, alors tu te dis, celui-là, je le vois, mais il y en a combien que je vois pas et que du coup, en fait, je crois en, avoir une information, mais j'ai compris de travers. en général, ça va pas jusqu'à trahir le sens du truc, mais bon. Paul Mason et Georgia Hyde, ça allait bien. Ce que je pense qu'ils doivent bien articuler, surtout Georgia Hyde, je pense. Mm. Et par contre, Maggie White, je trouvais que c'était plus compliqué la traduction, hein. Ça te faisait des trucs bizarres quand même. Ok. Mais Ouais. j'arrivais quand même à comprendre globalement au bout, ouais, sur la longue, j'arrivais quand même à comprendre l'essentiel quand même. Cool. Donc, bah, merci à tous. On se retrouve donc dans la semaine prochaine, dimanche prochain à 18h. Et à 18h pour ceux qui viennent sur le Zoom, et puis à 20h pour ceux qui viennent le suivre sur le YouTube.
Allez, à dimanche.